Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Aujourd'hui, nous accueillons Johan Mourier, qui est un spécialiste français des requins. Alors Johan, le grand public a pu te voir dans plusieurs films des expéditions Gombessa, aux côtés de Laurent Balesta. Et papa et moi, on a pu parcourir ta thèse il y a quelques semaines quand on était à Moorea pour mon stage de seconde. Alors bonjour Johan. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu plus et nous raconter ton parcours de chercheur, s'il te plaît ? Alors donc, moi je m'appelle Johan Mourier. J'ai commencé avec un parcours un peu spécial parce que je suis passé par une école d'ingénieur en agronomie. Donc je me suis retrouvé plutôt dans l'agriculture. Et en fait, j'ai eu la chance de bifurquer sur une dernière année en halieutique, en spécialisation d'halieutique. Et là, j'ai eu une chance assez incroyable, c'est de pouvoir décrocher un stage pour aller étudier le grand requin blanc. Donc là, c'était pas vraiment ce qui était attendu par la formation, mais j'ai fait pression en fait en disant bah voilà, c'est la chance de ma vie. Moi, j'ai toujours voulu travailler sur les requins et déjà à votre âge, je commençais déjà à me renseigner sur les requins et c'est vraiment ce que je voulais faire. Je suis parti 6 mois en immersion en Afrique du Sud en assistant d'un doctorant justement pour travailler sur les requins, sur les grands requins blancs. Et après, du coup, ça m'a permis d'ouvrir certaines portes et puis de continuer. Justement, j'ai refait un petit master 2 et je suis parti après faire une thèse du coup en Polynésie française. Lors de mon stage au CRIOB, j'ai trouvé ta thèse dans la bibliothèque. Son titre est Réseaux sociaux et comportements complexes chez les requins. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi a consisté ton travail de recherche et quelles ont été les conclusions de ces travaux ? C'est un peu curieux parce qu'à la base, mon directeur de thèse étant plutôt un généticien, j'étais parti pour faire une thèse en génétique. Et l'idée était de comprendre en fait comment fonctionnait une population de requins à l'échelle d'une île, au niveau de la dynamique des populations, du renouvellement, savoir est-ce que les requins étaient capables de se reproduire au sein même de l'île, ou est-ce qu'il y avait un brassage génétique. Donc c'était ces questions-là auxquelles je devais répondre. Et en fait, en essayant d'attraper des requins pour prendre des prélèvements génétiques, je me suis aperçu que en fait, j'attrapais toujours les mêmes au bout d'un moment. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je vais aller voir un peu ce qui se passe sous l'eau, parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de requins que du nombre d'individus que j'arrivais à attraper. Et je me suis aperçu du coup que sous l'eau, j'arrivais à reconnaître les individus. Donc là, on parlait du requin pointe noire, Carcharanus melanopterus, qui était mon sujet d'étude. Et grâce aux taches qu'ils ont sur leur nageoire dorsale, j'étais capable de reconnaître en fait les individus un par un, ce qui était assez sympa. Donc ça faisait pas forcément partie de ma thèse à la base. Mais en fait, en me rendant compte que je pouvais identifier ces individus, je me suis aperçu comme ça, c'était un sentiment en tout cas, que je revoyais chaque fois les mêmes individus sur les sites de plongée. Et chaque fois les mêmes individus ensemble. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même. Et je me suis dit, ça serait intéressant de pouvoir le tester. Donc je suis allé voir un peu ce qui se faisait ailleurs de chez d'autres espèces, soit même en milieu terrestre, soit même en mammifères marins, comme les dauphins par exemple. Il y a des techniques qui sont utilisées pour tester justement s'il y avait des affinités entre les individus. Et ça m'a amené justement à l'étude des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, en fait, c'est l'étude des graphes. On utilise des graphes qui correspondent aux interactions ou aux associations entre les individus et qui permettent avec des méthodes statistiques justement de tester si les interactions entre les individus sont du fait de l'aléatoire. Donc en gros, je me retrouve au même endroit par hasard avec un autre, ou s'il y a des préférences entre guillemets sociales avec des individus qui vont choisir d'être toujours avec les mêmes individus. Et j'ai pu montrer que justement, les requins étaient capables de s'associer avec des partenaires, avoir des préférences sociales entre individus et de structurer leur population dans ce sens-là. Et après, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mêler aussi la génétique avec ça et de regarder l'apparentement génétique entre les individus. En gros, les liens familiaux qu'il pouvait y avoir entre les individus. Ça m'a permis de trouver les parents des juvéniles que je pouvais échantillonner dans les nurseries et de retrouver leurs parents dans la population et de savoir en gros s'il y avait de la reproduction au sein de l'île ou de la reproduction inter-île. On s'est aperçu que notamment par exemple que les femelles revenaient sur les mêmes sites de nurseries pour mettre bas chaque année. Tu nous as dit que tu avais étudié les réseaux sociaux chez les requins et je crois qu'on retrouve l'équipe Gombessa quand ils sont allés faire leur documentaire 700 requins dans la nuit. Ils parlent de requins qui s'associent ensemble pour chasser. Dans l'expédition Gombessa, on s'est intéressé à regarder deux choses en fait qui ont un lien à la socialité. Le simple comportement collectif, donc là c'est le fait d'être à plusieurs pour chasser. Et on s'est aperçu que le fait d'être plusieurs, les requins gris étaient beaucoup plus efficaces dans leur chasse par rapport au fait de chasser tout seul, en solitaire.
En étant à plusieurs, ils avaient plus de chances d'attraper une proie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu montrer assez rapidement. On a même pu montrer qu'ils utilisent les requins corail, qui sont capables d'aller débusquer des poissons donc sous le corail, pour chasser avec eux. Donc en gros, ils suivaient ces requins corail. Ça leur permettait d'augmenter leur succès de prédation et en même temps aussi d'avoir un accès à une diversité de proies plus importante que les requins débusqués par exemple sous le corail. Donc ça, en fait, c'était tout bénef pour le requin gris. Ensuite, on s'est intéressé donc en mettant des émetteurs sur une quarantaine d'individus. On les a suivis pendant 1 an, avec des accéléromètres, des profondimètres aussi, et un réseau de récepteurs qui étaient placés dans la passe et qui permettent de suivre les déplacements des individus dans la passe pendant l'espace d'1 an. Et là, je suis encore en train de travailler justement sur ces données. On s'aperçoit, donc là c'est assez récent, parce que c'est le mois dernier que j'ai pu un peu rentrer dans ces données, et on s'aperçoit en effet qu'on avait l'impression que potentiellement il pouvait y avoir des associations un peu plus sociales. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la journée, les requins gris s'agrègent dans la passe, on parle du mur de requins, et en fait c'est tout simplement pour se reposer. Donc là, ils s'agrègent, ils viennent se positionner. On avait une première hypothèse à la base qui était basée sur le fait que, comme par exemple des cyclistes dans un peloton, venaient utiliser l'hydrodynamisme ici des individus, en se plaçant l'un derrière l'autre, ils vont en fait sauvegarder de l'énergie. On a l'impression, quand on les voit comme ça en banc, qu'ils s'échangent de place les uns les autres au fur et à mesure. Donc on était parti sur cette hypothèse-là, et en fait on avait tout faux. On s'est aperçu que simplement, ils venaient, comme le font par exemple des aigles ou des rapaces en tout cas sur les montagnes, ils viennent se positionner sur les courants ascendants qui sont créés dans la passe. Donc quand vous avez le courant rentrant en marée montante dans la passe, ça vous crée au moment où le relief remonte assez brutalement des courants ascendants, et les requins viennent se positionner à cet endroit-là et entre guillemets surfent sur ces courants. Donc là, si vous regardez bien, ils nagent quasiment plus. Donc un requin, s'il s'arrête de nager, normalement, il coule. Il a une flottabilité négative. Ici, en fait, ça va leur permettre de rester en stationnaire en utilisant ce courant, en surfant en gros ce courant, et ils vont sauvegarder comme ça jusqu'à 15 à 30% de leur énergie. Donc là, ils se reposent la journée. En courant sortant, c'est un peu plus compliqué parce que là, en fait, le courant est beaucoup plus fort. Il y a pas mal de turbulences, donc là, les requins sont un peu ballottés dans le courant. Ils peuvent moins utiliser ces courants. Les agrégations, elles ont lieu toujours au même endroit. Et c'est pour ça qu'on parle de mur de requin. Par contre, la nuit, on s'aperçoit en effet que c'est un peu plus désorganisé, en tout cas en apparence, mais on voit qu'il y a justement des requins qui chassent en groupe. Et là, ce qu'on retrouve dans nos données, c'est qu'en effet, il y a des requins qui sont capables de passer plusieurs heures par nuit ensemble, au même endroit pour chasser et se déplacer ensemble. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui est assez important. Et en fait, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils sont capables de répéter ces associations plusieurs nuits d'affilée, avec les mêmes individus. Alors, c'est pas sur toute l'année, mais en fait, sur des périodes, ils sont capables plusieurs nuits d'affilée de chasser ensemble. Et ces associations, qu'on retrouve soit sur les sites de repos, soit sur les sites de chasse, donc la nuit, sont pas du tout corrélées entre elles. Ça veut dire que les associations qui se créent pendant le repos sont pas les mêmes qui se créent la nuit. Donc il y a vraiment une cassure sociale entre ces deux périodes de nuit et de jour. Et malgré cela, en fait, il y a une répétition de ces associations, entre guillemets, préférentielles. Alors pourquoi ces associations ? Tout simplement parce qu'on pense que ça leur aide de s'associer avec quelqu'un qui est plutôt efficace en chasse. En s'associant avec quelqu'un qui est plus efficace en chasse, on a peut-être plus de chances d'attraper une proie. Autrement dit, si une nuit, je m'aperçois que mon collègue il chasse très bien, j'ai peut-être plus de chances de m'associer la nuit d'après avec lui et d'attraper quelque chose. Donc on pense que c'est lié à ça. Et on s'aperçoit en effet que si on regarde sur toute une année, on a des associations préférentielles qui se répètent entre les individus. Sachant aussi qu'on a sur environ 700 requins, on a marqué que 40 individus. Donc en plus, on sous-estime ces associations. C'est-à-dire qu'il y en a plein qu'on n'a pas suivis. Donc en fait, même les individus qu'on a suivis, ils peuvent être associés avec des individus qu'on n'a pas marqués. Et donc ça montre aussi que le requin, c'est pas l'animal solitaire tout seul qui va manger tout ce qu'il trouve, mais que c'est justement un animal qui vit donc en groupe, en communauté. Alors attention, parce qu'un requin n'est pas forcément un animal grégaire. Il y a plein d'espèces de requins. Alors il y en a qui sont très solitaires. Alors par exemple, on peut prendre le grand requin blanc. Il est plutôt solitaire. On a fait ce type d'études aussi sur le grand requin blanc. Et on s'aperçoit qu'en tout cas, sur certaines périodes
de leur vie, ils sont capables de vivre de manière sociale, de s'associer notamment pendant la chasse à d'autres individus. On a pu le montrer. Donc ils sont plutôt solitaires de manière générale, mais par contre ils sont capables d'utiliser la socialité pour justement améliorer leur efficacité de chasse, par exemple. Chez le requin gris, on voit qu'il y a à la fois un comportement collectif qui se crée et certainement un comportement aussi social. On a ici un modèle de socialité, on va dire, plutôt primitif. Ça veut dire que c'est pas comme des loups. Par exemple, une meute de loups est très organisée. Ils vont partager leur butin à la fin de la chasse. Chez les requins, c'est pas ça. Le premier qui attrape le poisson, il va le manger. Par contre, en travaillant à plusieurs, on a plus de chances l'un et l'autre d'attraper quelque chose. Donc en fait, c'est des relations, c'est une socialité relativement simple et assez primitive. Et justement, ça permet de comprendre comment a émergé la socialité, sous quelle forme de règles assez simples on peut voir de la socialité émerger. Donc on n'a pas quelque chose, le requin n'est pas un animal justement très social, très complexe, ça reste un animal relativement primitif. Par contre, malgré ça, il arrive quand même à développer des règles biologiques et écologiques assez simples qui vont lui permettre d'améliorer son quotidien et d'améliorer ce qu'on appelle sa fitness en gros. Donc là, en effet, ils sont capables de s'organiser entre eux pour réussir à être beaucoup plus efficaces, notamment dans leur chasse. Ils y trouvent en tout cas un bénéfice. Tu viens également nous dire que tu as commencé à traiter le mois dernier des données qui avaient été collectées il y a plusieurs années. C'est super étonnant de se dire qu'il faut plusieurs années pour collecter toutes les données, pour les traiter. On n'a pas cette dimension temporelle quand on regarde les films qui sortent à la télé sur vos expéditions. Alors oui, en effet. Alors par exemple, pour le film, on a regardé des résultats plutôt descriptifs qu'on a pu mettre dans le film. Donc on a récolté des données, mais qu'on n'a pas analysées en profondeur, mais qu'on a pu déjà avoir des résultats un peu préliminaires, ou en tout cas des idées de ce qui se passait pendant le film. Pendant cette expédition, on a fait du suivi par télémétrie acoustique, donc du biologging. On a posé des caméras embarquées sur les requins. On a fait des prélèvements de tissus, donc pour regarder tout ce qui est alimentation via les isotopes stables. On a fait des récoltes d'images et on a plein de questions scientifiques reliées à tous ces prélèvements de données. Donc en fait, après, il y a beaucoup de temps de traitement de ces données. Et au fur et à mesure, en plus, qu'on va en fait avoir des résultats, ça va amener de nouvelles questions. Donc en fait, c'est jamais vraiment fini. Par exemple, ma thèse que j'ai soutenue en 2011, il y a 1 an de ça, j'ai encore publié un article lié à ma thèse. Donc en fait, c'est jamais vraiment fini. On peut réutiliser des données assez anciennes avec tout simplement une idée scientifique qui nous vient derrière en disant « Ah oui, mais j'ai pas testé ça ». Et pourtant, ça pourrait être intéressant. Donc c'est pour ça que c'est important de sauvegarder ces données et après de continuer à les analyser. Alors là, par exemple, l'année prochaine, je vais prendre une stagiaire qui va travailler sur regarder justement, analyser les données des caméras embarquées sur les requins. Et en utilisant le requin comme un plongeur qui va faire du comptage de poissons. Donc là, en fait, on va pouvoir regarder comment le requin, à travers sa nage et son déplacement, il va rencontrer et participer à un comptage de poissons, puisqu'on va voir en fait la vidéo de ce qu'il va voir en fait au quotidien. Donc voilà, il y a plein d'idées qui peuvent émerger, qui n'étaient pas prévues à la base, notamment. Et toutes ces données de socialité, ce qu'il faut voir, c'est qu'en gros, on voit le quotidien des requins pendant 1 an. Par exemple, on a pu montrer là, récemment que ces requins utilisaient du coup, comme je l'ai dit, la passe et les courants ascendants qui sont créés pour se reposer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de jour et de nuit, il y a une dynamique qui se crée. Avec les accéléromètres qu'on avait implantés aussi dans les requins, on s'aperçoit que l'activité est beaucoup plus importante en courant sortant, ce qui est dû aux turbulences créées par la marée sortante. Donc en gros, les requins sont ballottés et du coup les accéléromètres mettent des valeurs assez hautes. Par contre, on s'aperçoit qu'ils sont, une fois qu'on a pris ça en compte, les requins sont beaucoup plus aussi actifs de nuit. Donc comme ce qu'on peut le voir aussi en plongée, on a vu qu'ils étaient beaucoup plus actifs de nuit, mais par exemple, on ne peut pas plonger toute la nuit. Enfin, on peut le faire, mais de manière opportune, on ne peut pas le faire tous les jours. Et là, on s'aperçoit que sur 1 an, en fait, les requins ont tendance à chasser plutôt en début de nuit ou au lever du jour en fin de nuit. Donc ça, c'est des données qui nous permettent de regarder sur 1 an complet ce qui se passe. Et on s'aperçoit même que quand on regarde leur déplacement, leur zone de chasse, la zone de chasse est influencée aussi par la marée. Ça veut dire que quand il y a des marées sortantes, ça va les contraindre à chasser que dans une zone donnée.
Alors que quand il y a une marée rentrante où le courant est plus calme et plus doux, là, ils vont avoir en gros toute la passe pour chasser. Et ça a une importance aussi, par exemple, pour les proies. C'est-à-dire que les proies, il y a la peur du prédateur. Donc, du coup, l'activité des proies peut être modifiée par un changement, justement, de l'activité du prédateur. Là, par exemple, ce qu'on est en train de faire actuellement sur un stage, c'est qu'on avait des collègues aussi acousticiens, comme on peut voir dans le film. Et là, on utilise, en fait, le son des poissons, donc les micros qu'on a posés dans la passe, pour calculer l'activité des poissons via leur son. Et on est en train de voir, justement, comment ça colle avec l'activité des requins. En gros, est-ce qu'il y a des espèces ou des types de sons de poissons qui sont synchronisés ou asynchrones avec justement l'activité des requins. L'idée derrière qu'on aimerait avoir, c'est est-ce qu'un poisson qui va faire beaucoup de bruit, il va plutôt éviter les requins ou au contraire, il va plutôt attirer les requins par exemple. Et quand on leur met les espèces de balises dans leur corps, ça leur fait pas mal? Alors non, on le voit bien dans le film, on les met ce qu'on appelle en immobilité tonique, en catalepsie. Donc en fait, c'est un état un peu de transe où le requin est un peu, on va dire, endormi, où on le retourne en fait. Donc en gros, quand il est à l'envers, il est quasi endormi. Alors après, il faut voir aussi que les requins sont équipés d'une peau très épaisse. Après, on fait une petite incision avec un scalpel, on met l'émetteur dedans et on referme avec une suture. Et on s'est aperçu notamment que des requins qu'on venait d'attraper, 5 minutes plus tard, on les rattrapait à nouveau, et ce qui montrait qu'ils allaient encore une fois chasser directement après avoir été équipés d'émetteurs. Donc ça veut dire qu'on les a pas vraiment perturbés. En plus, par exemple, les caméras embarquées qu'on a pu poser dessus, on voit que ça les dérange pas trop. On a vu par exemple des requins se faire nettoyer par des lames nettoyeurs, on les a vus chasser, on les a vus même essayer de se reproduire. On voit qu'on n'impacte pas trop leur comportement. Et en plus, on a pu voir notamment que les requins qu'on avait marqués sont quasiment tous, allez, je crois à l'exception d'un, tous étaient détectés quasiment 80% des jours de l'année qu'on a pu suivre dans la passe. Donc ils sont assez résidents. Ça montre qu'ils ne sont pas morts non plus parce qu'on les a détectés régulièrement. Il n'y a pas eu beaucoup d'impact. Ils cicatrisent très bien en plus, les requins. Donc en l'espace de quelques jours, la cicatrisation est faite. En fait, vous récoltez vraiment énormément de données entre la localisation des individus, mettre en parallèle avec leurs mouvements, leurs déplacements, les mouvements des marées, la bioacoustique de tout l'écosystème. C'est énorme. C'était un peu l'idée de l'expédition. Alors il faut voir qu'en fait, c'est une expédition qui a eu lieu en 2 fois. Donc on a une première expédition qui a été un peu moins connue, qui a aussi donné lieu à un film qui s'appelle Le Mystère Mérou. Donc ça, c'est une première expédition qui était en 2014. Et en fait, là, Laurent Balesta était venu nous voir parce que, en effet, je travaillais déjà avec le CRIOB sur un projet de marquage des mérous pour comprendre les agrégations de mérous. Donc là, on était venu pour typiquement comprendre les agrégations de pontes de mérous. Et on s'est aperçu, en effet, donc là, c'est à ce moment-là où il a voulu faire des plongées de 24 heures, qu'il fallait essayer de faire des plongées de nuit, ce qui n'avait jamais été fait dans la passe. Donc il fallait petit à petit, avant de faire une plongée de 24 heures complète, commencer à plonger de nuit. Et c'est comme ça en fait qu'il s'est aperçu que les requins de nuit, ils étaient plutôt actifs. Donc là, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à creuser un peu plus loin. On avait déjà commencé un peu à regarder les requins. J'avais déjà marqué quelques requins, je crois, à l'époque, même si on était vraiment sur l'idée des mérous, j'avais commencé à marquer quelques requins. Mais on s'était dit, les requins, il y a encore plein de choses à faire dessus. Et c'est comme ça qu'on est revenu sur le fait de faire une deuxième expédition qui a donné lieu cette fois au film 700 requins, pour vraiment aller beaucoup plus en profondeur, mais en regardant vraiment ce que faisaient les requins. Donc c'était toujours lié quand même aux mérous, mais là on se posait beaucoup plus de questions sur les requins. Et là on s'est dit, là on va monter une grosse expédition, et vu qu'on reste pendant 2 mois, ça reste quand même court, il y a plein de choses à faire, on s'est dit il faut maximiser le nombre de données qu'on va pouvoir prendre pendant ces 2 mois. Donc là en effet, c'est justement on essaie de réfléchir en amont. C'est pour ça que ça met presque 3-4 ans à monter une expédition comme ça, parce qu'en effet, on essaie de réfléchir en amont à tout ce qu'il faut prendre comme données pour qu'à la fin de la mission, justement, on ait accès à tout. Et en effet, on n'a pas eu accès à tout non plus, parce que par exemple, on s'est rendu compte après que les courants, c'était très important, et qu'on n'avait pas pu, par exemple, tout bêtement, mesurer la force du courant. Donc ça aurait pu être intéressant. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas. Donc on arrive à avoir les données de bascule des courants, mais on n'a pas leur force. Donc il y a des choses comme ça aussi qu'on loupe. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir le maximum de données. On a beaucoup de vidéos aussi, avec des ralentis, qui ont été aussi analysés, en tout cas en partie. On a vraiment eu plein de choses complémentaires qui nous permettent de raconter une histoire. Et malheureusement, il y a le temps de la science et le temps du film. Le temps du film, c'est en moins d'1 an.
En même 6 mois, en décembre, le film était bouclé alors qu'on avait fait la mission en juin. Donc en gros, ça laisse pas beaucoup de temps pour analyser toutes ces données. Et après, il y a le temps de la science qui fait que on prend le temps d'analyser toutes ces données, question par question, et qui permet en fait d'aller un peu plus profondément dans le sujet. Et donc, en parallèle de toutes tes recherches, tu es aussi enseignant à l'université de Montpellier. Donc, comment tu concilies ça avec ton métier de chercheur? Alors c'est un équilibre, moi c'est assez récent puisque j'ai été recruté à l'université de Montpellier il y a moins de 2 ans. Donc c'est un équilibre à trouver en fait avec la partie recherche. En effet, avant en gros j'étais en contrat. Donc ce qui explique aussi que les analyses elles prennent du temps parce qu'en gros tu passes d'un moment où tu es embauché pour un contrat particulier qui a des fois rien à voir. Avant d'être à Montpellier, là j'étais par exemple en Corse à travailler sur du tracking de langoustes ou de homards qui avait rien à voir du coup avec les requins. Donc j'ai un peu travaillé aussi sur l'ange de mer, donc là c'est un peu plus du requin. Mais du coup on passe un peu du coq à l'âne. Alors que là maintenant j'ai une stabilité. Par contre en effet je partage mon temps entre de l'enseignement et de la recherche. Alors il y a un côté assez intéressant, c'est qu'en effet il y a le côté de transmission. Donc ça veut dire que maintenant je peux transmettre aux étudiants à la fois ma passion, mes connaissances et mes expériences, pour que eux, à leur tour aussi, puissent trouver leur voie aussi. Je peux aussi faire de la formation de stagiaires. Donc, par exemple, cette année, j'avais 3 stagiaires qui travaillaient justement sur mes données et qui me permettent, le temps que j'ai un peu moins maintenant à travailler sur mes propres données, je prends des étudiants pour justement analyser ces données. Je gagne un peu de temps là-dessus. Donc, il y a vraiment ce côté un peu à transmettre les connaissances, les expériences qui m'intéressent aussi beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un équilibre à trouver entre justement la recherche et le temps qui est alloué à la recherche et le temps alloué à l'enseignement. Mais je trouve quand même le temps d'analyser quelques données quand même. Tu nous as dit que tu aimais les requins depuis très longtemps, mais comment t'es venue cette passion? Pour être honnête, je pourrais pas m'en souvenir réellement. Je pense que c'est vraiment quand j'avais peut-être 5-6 ans, peut-être en voyant un aquarium, mes parents m'ont toujours amené à la mer, je sais pas quel a été le déclic, mais très rapidement en tout cas, je sais que j'ai été passionné par ces bestioles. Peut-être le côté un peu imaginaire, le côté d'un animal qu'on connaît pas trop, qui fait peur. J'avais cette curiosité, je pense, et j'ai commencé tout de suite à me renseigner, à aller voir tous les livres que je trouvais, combien il y avait d'espèces, et ça m'a passionné parce qu'en fait, on connaissait quasiment rien. Et donc j'ai toujours voulu faire ça. Mon stage de seconde, je me rappelle encore, je l'avais fait au GIS Posidonie à Marseille. Et pour avoir ce stage, je leur avais envoyé pas qu'une simple lettre de motivation, mais aussi une espèce de manuel bibliographique que j'avais fait sur les requins. Donc à l'époque, j'avais, 200, 300 pages déjà d'informations que j'avais recueillies sur les requins. En seconde, j'étais déjà à fond dedans. Et petit à petit, je me suis dit, il faut tenter en tout cas le coup, essayer de travailler dessus. Et c'est cette passion qui petit à petit en fait a porté ses fruits parce que ça m'a mis beaucoup de temps finalement à rentrer dans ce métier. Mais au final, en suivant un chemin qui n'était pas forcément si simple, j'ai réussi quand même à suivre ma passion et mes rêves. On a pu voir sur ton site internet, dont on mettra le lien en description de l'épisode, que tu as beaucoup travaillé avec Clémentine Séguigne et Eric Clua, qu'on a tous les deux reçus sur le podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe quand vous travaillez comme ça sur des publications et qu'il y a de multiples auteurs? Donc, est-ce que ça veut dire que vous faites les recherches ensemble? Et Eric Clua, j'ai travaillé avec lui depuis quasiment ma thèse. On a travaillé sur les populations notamment par exemple de requins citrons, en parallèle un peu de ma thèse. Et on a continué à travailler pendant plusieurs années. Clémentine, en fait, je la connaissais pas. J'avais commencé à analyser en gros les données de sciences participatives au niveau de la Polynésie française. Et en fait, pris un peu dans les différents contrats, j'avais pas eu le temps de finaliser. Et en fait, Eric avait une thésarde qui commençait et voilà, et elle a repris un peu le flambeau. Elle a permis de terminer justement ses analyses et de finaliser la publication. Donc ça a commencé comme ça. Et après, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans la science, on rencontre plein de gens, du coup plein d'idées, et c'est en mettant en commun ces idées et ces compétences qui sont souvent complémentaires qu'on arrive justement à analyser de manière beaucoup plus riche les données qu'on a. En général, c'est rare en fait maintenant qu'on ait des publications qui sont que d'un auteur. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on va chercher les compétences des collègues sur tel ou tel aspect pour améliorer justement les analyses et avoir quelque chose qui soit beaucoup plus complet. C'est comme ça aussi qu'on travaille dans la science, c'est qu'on va aussi s'associer. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on apprend aussi des choses. On n'est pas spécialiste de tout, loin de là. Donc en fait, on va aller chercher des spécialistes qui vont nous apporter des compétences complémentaires à nos compétences
pour justement avoir une histoire qui est beaucoup plus étoffée que ce qu'on aurait pu faire nous-mêmes. Donc ça, c'est très important. Donc c'est ce qu'on appelle la collaboration dans le jargon scientifique. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Tu es aussi l'auteur d'un livre intitulé 40 idées fausses sur les requins. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre ? Alors là, c'est un éditeur en fait qui est venu un jour, qui m'a contacté, qui m'a dit on cherche des auteurs pour écrire ce livre. Et je me suis dit pourquoi pas. Alors moi qui aime bien faire de la vulgarisation scientifique, notamment j'en ai fait pas mal à travers plusieurs films. Là, c'était un autre outil et je me suis dit pourquoi pas. Et en plus, le fait que c'était un peu sous forme de fiches, ça fait partie d'une collection donc qui est sous forme de fiches de 2 pages en gros par fiche. Et du coup, je me suis lancé dans l'aventure et l'idée de pouvoir en fait transmettre des informations scientifiques tout en étant abordable à n'importe quel public. On va dire en gros du moment où on peut commencer à lire, en tout cas, on va dire de 7-8 ans jusqu'aux adultes, hein, avoir des informations justement concrètes sur les requins et qui partent en fait ici sous l'idée de, on va casser un préjugé sur les requins et de rebondir sur des faits qu'on connaît sur les requins qui sont intéressants, que le public ne connaît pas forcément. Donc c'est montrer la diversité du monde des requins et des raies, bien sûr, amener des informations qu'on connaissait toujours mais qui n'étaient pas connues du grand public ou des informations très récentes et justement les présenter un peu au grand public. Donc ça, c'était vraiment l'idée, et puis de toucher un public assez large. Donc tout ça pour changer un peu les a priori qu'on peut avoir sur les requins, tout en montrant justement leur rôle de prédateur, hein. Ça reste des prédateurs, donc ça, c'est pas l'idée de les montrer comme des ours en peluche, mais c'était vraiment d'amener des informations concrètes et de montrer que voilà, le requin, c'est pas simplement un grand requin blanc, c'est aussi des espèces qui sont pas plus grandes que quelques centimètres, des espèces qui vivent dans tous les océans, à moins de 1000 mètres de fond jusque sous les glaces. C'est des choses comme ça qui m'intéressaient, c'est de montrer la diversité qu'on pouvait avoir chez ces espèces. Donc, en parlant d'idées reçues, récemment, il y a un film qui est sorti sur Netflix, Sous la Seine, et on a constaté, nous, à notre toute petite échelle, que déjà, on avait une augmentation de plus de 500% des visites sur toutes les pages de notre site internet et du podcast qui parlent des requins. Donc, comme si ce film n'était pas suffisant, il se trouve que l'actualité est aussi assez tendue avec des observations de requins près de plages, des accidents au Texas, etc. Ça risque pas d'améliorer la mauvaise image du requin auprès du grand public. Est-ce que donc on pourrait rassurer les gens et leur rappeler qu'un requin ne remontera jamais la Seine jusqu'à Paris ? Alors moi, j'ai pas vu le film, donc je pourrais pas parler directement du film lui-même. J'ai pu voir la bande-annonce, bien sûr, et puis voir tout ce qui s'est passé autour par la suite. Moi, je pense qu'il faut faire la différence entre un film de fiction puis la réalité. Donc ça veut dire que là, ça reste un film de fiction, comme vous allez voir Jurassic Park. Voilà, il n'y a pas les dinosaures qui courent dans nos jardins. Donc il faut savoir faire la part des choses. Après, il y a certainement certaines choses qui auraient pu être plus intelligentes dans le montage du film pour ramener des choses qui puissent coller un peu plus avec la réalité aussi. Un requin qui est en plein milieu de la Seine et qui vit dans la Seine, c'est assez improbable. Tout simplement parce que physiologiquement, un requin ne pourrait pas tenir dans ce milieu-là. Ensuite, il faut à la fois savoir faire la part des choses. Donc ça veut dire aller voir un film comme ça d'action, tout en sachant que c'est justement pas la réalité. Et puis, bien sûr, ce qui se passe de manière un peu plus réelle avec des incidents autour des requins. Il faut savoir que les requins, ça reste un prédateur en milieu marin, que nous, l'homme, on est plutôt, on va dire, entre guillemets, invasif dans ce milieu, en tout cas assez récemment. Avant, on n'utilisait pas vraiment le milieu marin, maintenant, on l'utilise de plus en plus. Donc, en gros, la probabilité d'interagir avec un requin n'a jamais été plus haute. En revanche, on s'aperçoit que ça ne fait pas forcément beaucoup plus d'attaques par an. Déjà, on n'aime pas trop parler d'attaque parce que le requin, on n'est pas encore sûr vraiment que c'est des interactions, en tout cas volontaires de la part du requin. Donc on reste assez prudent, on n'aime pas trop utiliser ça. En fait, on s'aperçoit que si on prend en compte à la fois l'expansion démographique de l'homme qui utilise de plus en plus la mer et le nombre d'incidents liés aux requins chaque année, on s'aperçoit que la probabilité est plutôt en train de diminuer. C'est-à-dire que votre chance d'être mordu par un requin dans l'eau est de plus en plus faible, proportionnellement à l'utilisation de l'espace marin. Donc après, il y a toujours des accidents, bien sûr. On en a en moyenne haute une dizaine par an, on va dire, de mortels. Et entre 50 et 100, on va dire, dans le monde entier. Donc il faut voir la probabilité qui est très faible. Mais par contre, ça fait les gros titres. Mais au même titre que, voilà, on a vu un loup se balader dans la forêt, ça reste un prédateur. Donc heureusement qu'on a encore cette crainte liée aux prédateurs.
Parce que, en effet, comme dans la nature, les proies, on est une proie potentielle pour ces prédateurs. Alors on n'était pas habitués, parce qu'on n'était pas en interaction avec ces animaux. Maintenant, on l'est de plus en plus, donc en effet, il faut savoir vivre avec ces interactions potentielles. Maintenant, on a plein de méthodes aussi pour limiter ces risques, mais il faut savoir accepter ce risque. Au même titre que dans la rue, on peut très bien se faire renverser par une voiture, on peut se faire attaquer par un chien. Il y a certainement plus d'attaques de chiens par an en France que d'attaques de requins dans le monde entier. Donc voilà, il faut savoir remettre les choses un peu en perspective. Et pareil, voilà, le film Sous la Seine a peut-être été maladroit dans certaines choses. En tout cas, aurait pu être fait de meilleure manière, mais il faut toujours avoir en tête que ça reste un film de fiction et qu'en effet, on n'est pas obligé de tout remettre au même niveau. Il faut aller voir ce film non pas comme quelque chose de vrai, mais quelque chose, voilà, comme on va aller voir un Jurassic Park ou un King Kong, et voilà, ça n'existe pas. Et ça, en fait, on va pas avoir de problème parce que justement, ces animaux n'existent pas ou n'existent plus. Alors que le requin existe encore et en fait, on fait tout de suite le lien avec quelque chose de forcément de réel. Alors, c'est pas toujours le cas. Et dans ce cas-là, quand on veut se renseigner, autant aller voir des documentaires dans ce cas-là sur les requins. Johan est avant tout un spécialiste des requins. Depuis son arrivée, il trouve que leur densité dans cette passe est exceptionnelle. Mais aucun comptage crédible n'a été réalisé jusque-là. La rumeur parle simplement de plus de 200 requins. Là, on essaye de compter les requins. Donc la technique est simple. Je vais me laisser glisser en fait dans le courant, tiré par le propulseur, et je vais pouvoir filmer tous les requins qui passent dans mon champ. Et ça va me permettre après sur l'ordinateur de revoir la vidéo et de pouvoir compter le nombre de requins qui sortent du champ et ainsi estimer la taille de la population des requins gris dans la passe. Johan recommencera les jours suivants. Le même itinéraire, à travers les mêmes groupes de requins. Il recomptera ces vidéos plusieurs fois de suite, inlassablement. Une rigueur scientifique nécessaire pour que son résultat soit recevable. Un pour moi. 2. 1, 2. La méthode est originale. Là, j'en ai 4 de plus. Johan et Jean-Marc comptent image par image les requins qui sortent du cadre de la caméra. Je suis pour 5 plus 3, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus 2. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 12, 3. 5, 1, 2, Tu as 3, compté? oui. Alors, on a fait un petit comptage requin. Tu as des chiffres? Et ouais, ton pronostic alors? Moi, je dis plus que 200. Oui, t'es dans le vrai. Plus que 3? 100? Plus du double. Non. 700. Avec, j'estime, un taux d'erreur, je dirais, entre 5 et 10% maxi. Il y aurait autour de 700 requins gris dans la place. Bon, on va aller voir ce qu'ils font la nuit, ces Voilà. requins. Hein? Là, il dormait un peu la journée. La nuit, il risque d'être un peu plus actif. Les accidents avec les requins, c'est un peu comme les accidents d'avion. On en parle énormément parce que quand ça arrive, c'est dramatique. Mais l'avion, c'est quand même le moyen de transport le plus sûr. Donc, si on considère tous les humains qui vont à la plage ou qui ont des activités nautiques en mer, le risque d'accident, il est quand même très, très faible. Ça me fait penser justement à une image, c'est quand j'étais en Afrique du Sud pour mon premier stage, on avait fait des survols aériens le long des côtes sud-africaines, et je me rappelle qu'on voyait les baigneurs ou les surfeurs qui étaient dans l'eau, et tout autour on voyait des silhouettes de grands requins blancs. Et pourtant là-bas, ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu d'attaque de requins sur cette plage. Et on voyait une dizaine de requins blancs qui évoluaient autour des surfeurs ou des baigneurs, et les baigneurs étaient même pas au courant qu'il y avait des requins autour, quoi. Enfin, en tout cas, ne s'en rendaient pas compte. Donc ça montre que voilà, le risque, il n'est pas si énorme que ça. Donc oui, ça arrive de temps en temps, soit par erreur, soit par d'autres facteurs, on va dire. Mais en tout cas, c'est que ça reste relativement rare. Par exemple, dans les expéditions Gombessa, on s'est aperçu qu'on était dans les boules de requins qui étaient en train de manger, de se nourrir. Et en fait, jamais ils nous prenaient pour une proie potentielle. Donc s'ils étaient vraiment en frénésie, comme on peut le penser, en fait, ils nous auraient mordus à chaque fois.
Là, en fait, ils sont vraiment adaptés à leur nourriture et de temps en temps, il peut y avoir un accident, mais c'est des choses qui arrivent relativement rares. On a justement eu la chance de voir nos premiers requins en plongée récemment en Polynésie. Est-ce que toi, tu te souviens de la première fois que tu as vu un requin en plongée? En plongée, en effet, c'est arrivé relativement tard parce que, en fait, ça a été un peu avant ma thèse. Donc là, quand j'ai fait mon premier stage de master en Polynésie, et les premiers requins que j'ai vus aussi étaient en Polynésie. Donc là, j'ai commencé, oui, en effet, déjà, j'avais très peu d'expérience en plongée, donc c'était déjà un peu nouveau, parce qu'en gros, j'ai passé mon niveau 1 et mon niveau 2 un peu dans la foulée pour pouvoir faire mes études sur les requins. Et en gros, je devais aller avoir moins d'une cinquantaine de plongées quand j'ai commencé à les étudier. Donc il y avait ce côté un peu expérience, aventure, et en plus de gérer les requins avec au milieu. Mon premier stage sur les grands requins blancs, je me rappelle que pour éviter qu'ils mordent les moteurs, on prenait leur museau, on les repoussait à la main. Les premières fois, je m'en souviendrai toujours, hein, c'est quelque chose d'assez excitant. Et en même temps, on se dit, bah ça y est, on y est. Et puis ça devient vite en fait une habitude et puis quelque chose qui fait partie de la vie. Et en ayant toujours quelque chose en tête, c'est que voilà, ça reste un prédateur et qu'il peut y avoir des incidents. Donc moi, ça m'est arrivé de me faire mordre à plusieurs reprises, mais en fait, c'est plus en les manipulant. Et en prenant ça comme quelque chose d'assez habituel, on prend beaucoup moins de précautions. Et puis le requin, quand tu le manipules, il va essayer de se défendre aussi, c'est normal. Donc un petit coup de dent, ça fait jamais du bien. Moi, mon animal préféré, c'est le requin marteau. Et j'en ai jamais vu encore, j'aimerais bien en voir. Et toi, c'est quand la première fois que t'en as vu un? Alors, le requin marteau, il est très difficile à voir. C'est un requin qui est assez craintif et qui généralement en fait va rester un peu à distance, va être plutôt paisible, mais va rester plutôt à distance. Donc c'est assez difficile de les voir. Alors moi, le premier requin marteau que j'ai vu, c'était pendant les expéditions Gombessa, où là on plongeait de nuit et on s'est retrouvé avec un grand requin marteau qui est venu chasser au milieu des requins gris en pleine nuit. Et là, il faut imaginer une bestiole qui fait un peu plus de 4 mètres de long. Alors déjà, on n'est jamais très rassuré quand il y a les requins gris qui chassent dans nos pieds. Et là, on voit débouler une fusée qui fait 4 mètres et qui vient chasser au milieu de nos pattes, quoi. Des requins gris qui font à peu près notre taille. J'avais déjà vu des requins marteaux sur Anguirroa, mais en plein jour, donc ils étaient plutôt assez calmes. Et là, de les voir de nuit en mode chasse, c'était vraiment quelque chose de différent. Sachant qu'en plus, sur cette plongée-là, j'étais le seul en circuit ouvert. Et donc, j'ai dû faire mes paliers tout seul en dérive au milieu de la passe pour finir ma plongée dans le noir en me disant qu'il y avait un requin de 4 mètres qui était en mode chasse autour de moi. Donc, j'étais pas très rassuré. Très excité, mais pas très rassuré. C'est marrant parce que je pense que ça vous a tous marqué cet épisode parce qu'on a reçu Yannick et Antonin qui nous ont raconté aussi quand on leur a parlé de requin marteau cette nuit où vous êtes retrouvés face à un requin marteau en chasse. C'est leur toute première plongée de nuit où c'est arrivé, ou une des toutes premières plongées de nuit. Moi, c'était une fois encore après, donc c'est arrivé plusieurs fois en fait pendant nos plongées. Sur la première plongée, je devais pas y être, je crois, mais je me rappelle de leur tête quand ils sont sortis de la plongée en disant non, on n'y retourne pas. Et en effet, moi après, j'ai eu la chance à nouveau de pouvoir voir ça, et j'étais bien sûr encore en plongée avec eux. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous marque. Ça m'est arrivé aussi en marquant les requins gris, où d'un coup, en fait, il y a un requin marteau qui a essayé de venir gober un requin gris qu'on avait attaché le long du bateau pour équiper d'un émetteur de nuit. J'avais la tête en fait à Rallo en train de faire ma chirurgie. Et en fait, le requin marteau est monté en surface pour essayer d'attraper le requin gris. Et en fait, comme on l'avait mis dans un brancard, il n'a pas compris. Donc là, j'avoue aussi que j'ai eu un peu peur. Donc en fait, il chasse vraiment les requins gris. Hein. Ça doit être hyper impressionnant. On s'imagine, oui, le requin gris, voilà, il est en mode chasse, on le voit bien dans le film. Là, il faut s'imaginer que lui aussi, c'est une proie pour des plus gros requins encore. J'ai beau savoir que le requin, il n'est pas censé nous mordre. Quand on était en Polynésie, la première fois qu'on a vu un requin, j'étais quand même un peu stressée, malgré le fait que je sache que j'avais vraiment peu de risques que ça se passe mal. C'était vraiment un super moment, mais au début, j'étais pas très à l'aise. C'est normal, on découvre un peu l'inconnu. Hein. Ça reste un prédateur, on connaît tous un peu l'image qu'ils ont. Eux aussi, en fait, ont généralement peur. On a toujours une espèce de zone de confort que le requin va éviter. Et en gros, ils restent toujours un peu à distance, ils nous observent. Pareil, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ça Est-ce que je dois craindre? Est-ce que je dois pas craindre? Donc, petit à petit, en fait, ils sont assez curieux, mais ils restent quand même à distance. Donc, la plupart du temps, les requins ont peur de nous, et notamment en plongée. Même les grands requins blancs, ils approchent pas comme ça.
Donc c'est plutôt quand ils sont en mode chasse et qu'ils vont utiliser l'effet de surprise. En général, la plupart du temps, en fait, ils vont plutôt rester à distance et avoir même plus peur que nous, quoi. Quelle a été ta rencontre la plus impressionnante avec un requin sous l'eau? Bonne question. La plus impressionnante, j'ai envie de dire le requin marteau qui vient chasser dans nos pieds. Donc ça, c'était vraiment la chose la plus impressionnante. Après, ce qui a pu aussi m'émerveiller, c'est voir les requins gris essayer de s'accoupler. Donc, j'ai pas vu l'accouplement, mais j'ai pu assister à des parades nuptiales. Plusieurs mâles en fait poursuivaient une femelle pour essayer de s'accoupler. Donc ça, j'ai pu le voir. Et c'est surtout en fait quand je faisais ma thèse, c'est de pouvoir reconnaître à peu près jusqu'à 300 requins sous l'eau à force. Et en fait de me dire tiens, c'est un tel qui est avec un tel, et puis de partager des moments avec eux. Sur ma thèse, j'ai plongé pendant 3 ans avec eux. Et en fait, il y a un lien qui se crée. Alors oui, c'est pas un lien fort entre nous, mais en tout cas, moi, c'est l'impression de partager en tout cas des moments de leur quotidien avec eux et de les comprendre un peu individuellement. C'était où? Alors là, c'était sur l'île de Moorea. Donc là, je m'intéressais aux requins pointe-noire de l'île de Moorea. Nous, on peut reconnaître entre guillemets les requins grâce à leur, tu nous as dit leur tache noire pour les requins pointe noire sur leur aileron, mais est-ce que tu penses que les requins peuvent parfois reconnaître certains plongeurs? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, on s'aperçoit, notamment moi qui étudie pas mal la socialité, c'est une des plus grandes questions. Comment ils communiquent? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des associations préférentielles qui ont lieu, mais en fait, le requin, il ne parle pas. Il n'y a pas de langage chez le requin, en tout cas qu'on sache. On vient de découvrir qu'il y a des raies qui font des sons, mais le requin n'est pas capable de faire des sons. Donc il y a certainement des modes de communication un peu différents. Donc est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est olfactif? Est-ce que c'est via les ampoules de Lorenzini, donc par des champs électromagnétiques? C'est des questions encore qui sont difficiles à répondre. On ne sait pas trop en fait s'ils sont capables de nous reconnaître. Alors certains vont vous dire que oui, moi je ne suis pas forcément convaincu. Par contre, ils sont capables d'associer l'homme à, par exemple, une source de nourriture. Tout ce qu'on voit dans le shark feeding, c'est-à-dire que les requins sont capables d'associer la présence de l'homme avec potentiellement un petit repas facile. Donc ça, c'est des choses qu'ils sont capables de faire assez rapidement. Pendant ma thèse, j'étais obligé de les capturer, donc les pêcher, pour pouvoir prendre des prélèvements de génétique notamment. Et je me suis aperçu que en fait, les individus, une fois que je les relâchais, ils apprenaient très vite de leur mésaventure, et qu'au bout de 2 fois capturés, en gros, c'était impossible de les recapturer. Donc en fait, ils apprennent assez facilement. Mais je ne suis pas encore persuadé qu'ils soient vraiment capables, en tout cas, de nous reconnaître. En tout cas, on n'a pas de preuves actuelles, en tout cas, pour le montrer. On arrive, par contre, il y a eu des tests qui ont été faits, ce qu'on appelle le test du miroir. Ça veut dire on met un miroir devant l'animal et on voit que s'il réagit, soit il réagit de manière agressive, où là, en fait, ça me prouve qu'il n'a pas conscience de soi-même, ou alors il va en tout cas avoir conscience que c'est lui. Et ça a été testé notamment sur des raies manta, et on arrive à le voir que, en tout cas, apparemment, elles ont l'air de se reconnaître. Mais chez le requin, ça n'a pas été trop testé, puis même, ça reste quelques tests anecdotiques, donc c'est des choses à répéter pour être sûr. On en sait encore très peu sur le requin, en fait, sur ces aspects-là. Quel niveau de plongée as-tu? Alors moi, j'ai le niveau 3, et puis pendant les expéditions Gombessa, j'ai eu la chance aussi de me faire former au recycleur. C'est quelque chose malheureusement que j'utilise plus, parce qu'en fait, j'ai pas de machine, que j'ai pas l'occasion finalement d'en faire assez. Donc c'est quelque chose que j'ai dû un peu abandonner parce que c'est trop technique et il faut en faire régulièrement pour pouvoir l'utiliser. Mais peut-être un jour je m'y remettrai. Est-ce qu'il y a un grand changement dans le comportement des requins que vous pouvez observer si vous plongez en recycleur ou en circuit ouvert? Alors oui, bien sûr, il y a le bruit, le bruit des bulles. Il y a plusieurs choses en fait. Oui, le bruit des bulles. Alors plus on est bon plongeur et même en circuit ouvert et moins on va faire de bruit, plus on va être discret, plus on va être à l'aise. Donc ça, c'est les animaux le ressentent. Un bon plongeur en circuit ouvert, il va quand même pouvoir avoir accès à pas mal d'espèces de poissons et de requins notamment. En recycleur, c'est encore plus simple parce qu'il y a moins de bruit. Les animaux vont s'approcher encore plus. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut rester encore plus longtemps. Donc en fait, on peut vraiment rester à l'affût et attendre que les animaux viennent à nous. Ce qu'on peut moins faire avec un circuit ouvert parce qu'on est encore plus limité en temps. En général, on va faire une plongée à peu près d'1 heure en moyenne. Alors qu'en fait, en recycleur, on peut facilement faire 3-4 heures. Donc là, tout de suite, on a plus de temps, on est moins limité et on fait moins de bruit, donc on est plus discret. Et puis, les animaux vont s'habituer à nous, donc si on bouge pas et qu'on attend qu'ils viennent à nous, petit à petit, ils vont s'approcher de plus en plus.
Donc il y a ce côté-là, et c'est pour ça que ça a révolutionné notamment les documentaires, parce que tout ce qui est animalier, on va pouvoir l'approcher beaucoup plus facilement. Et même en termes scientifiques aussi, ça nous permet de s'approcher un peu plus du comportement animal le plus naturel possible. Combien de plongées as-tu fait et est-ce que tu continues à les noter? Alors, les plongées, combien j'en ai fait c'est un peu difficile à répondre parce qu'en effet, je les note plus toutes. Au début, je les notais toutes, mais passé à peu près 1000, j'ai un peu arrêté de compter. Je dois être, en estimant, je dois être à peu près peut-être 1500, entre 1500 et 2000 plongées au total. Entre les plongées loisirs, les plongées de travail. Donc les plongées de travail, on les note, mais après les plongées loisirs, on les note pas toujours. Et puis des fois, il y a des plongées qui sont plus ou moins courtes aussi, donc il y en a qu'on compte pas, il y en a qu'on compte. Quelle est ta plongée la plus profonde et la plus longue? J'ai jamais été attiré vraiment par la profondeur, donc j'étais descendu à 65 mètres, je crois, ou quelque chose comme ça, juste pour aller voir, pour essayer, mais c'est pas quelque chose qui m'a vraiment attiré, tout simplement parce que moi je suis intéressé par le comportement animal, et qu'à ces profondeurs-là, il y a beaucoup moins d'animaux, il y a beaucoup moins de diversité. Par contre, la plongée la plus longue, c'était en recycleur, ça a été 3 heures, je crois, pendant les expéditions Gombessa. Là, c'est assez long. C'est une sensation assez sympa, en effet. Tu as déjà eu une panne d'air? Ah, ça m'est arrivé plusieurs fois, en effet. Panne d'air ou problème technique. Donc ça, il faut savoir gérer. Hein. On apprend, hein, pas quand on passe nos niveaux, bien sûr. Mais après, il y a l'expérience qu'on a en plongée. Donc il y a des trucs tout bêtes voilà, qui vous font réagir différemment. Panne d'air, ça m'est arrivé, ou ça m'est arrivé même avant d'avoir la panne d'air, me rendre compte que pendant les expéditions Gombessa, qui a plus de 20 mètres de fond, je me retrouvais, il me restait 10 bars pour finir ma plongée. Donc en effet, on peut remonter, mais le tout, c'est de gérer un peu ses émotions à ces moments-là et de se calmer, et puis voilà, de focuser sur gérer le problème. Ou des choses toutes bêtes, j'avais pris des tubes pour échantillonner des choses sous l'eau, et j'ai pas pensé en fait à vider l'air qu'il y avait dedans. Donc je les ai mis dans la poche de la stab. Et en pleine plongée, avec la pression, j'ai senti des explosions dans ma stab. Et en me disant, mince, c'est mon détendeur qui a explosé. Donc je me suis retrouvé en panique et en fait, je me suis aperçu que c'était simplement mes tubes qui avaient explosé avec la pression. Ou alors j'ai eu un essoufflement aussi une fois. Donc ça, l'essoufflement, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est juste après ma thèse, justement à Fakarava, où j'ai pas pris assez de congés pour me reposer après. Et je suis parti tout de suite en mission et j'étais vraiment très fatigué. Et je me suis retrouvé à une vingtaine de mètres avec du matériel dans les mains assez lourd, où je suis parti en essoufflement, en fatigue. Et là, en fait, c'est l'expérience qui fait qu'au lieu de partir en panique, là, on sent son cœur qui s'emballe, on ne sait plus comment réagir. Là, simplement, c'est le réflexe de se dire, attends, on se calme, on se pose, on analyse le problème. Ce que j'ai fait, j'ai regardé en dessous, j'ai lâché mon matériel, donc je me suis retrouvé plus libre. Je suis remonté un petit peu, j'ai retrouvé un peu mes esprits. Et je me suis calmé, puis je suis redescendu chercher mon matériel une fois que tout était passé. En connaissant son corps, en connaissant ses réactions, avec l'expérience, on apprend à gérer ces moments-là. Et après, normalement, on n'est jamais tout seul non plus, donc on est toujours là pour s'épauler entre plongeurs. Quel est ton animal sous-marin préféré? Moi, j'ai envie de dire quand même le requin, mais il y a vraiment plein d'animaux qui sont tous extraordinaires. Il y a plein d'espèces de poissons de profondeur, par exemple, qu'on connaît pas et qui ont des gueules complètement loufoques, ou en tout cas atypiques. Ça, c'est toujours une curiosité aussi. Le comportement animal, les poulpes, par exemple, me fascinent, ou en tout cas les céphalopodes me fascinent parce qu'ils ont vraiment des comportements assez complexes. Voilà, c'est des animaux qui m'intéressent aussi beaucoup. Et dans les requins, est-ce que tu as un requin préféré, une espèce? Mon requin de cœur, on va dire que ça va être le requin pointe-noire parce que c'est celui que je connais le mieux et sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Mais après, en fait, j'ai pas vraiment... J'ai travaillé aussi en Australie sur le requin de Port Jackson. Donc ça, c'est un requin aussi spécial. Ça va ressembler au requin nourrice, donc c'est un requin qui passe son temps au fond. Et en fait, on s'aperçoit que ce petit requin, tu l'attrapes en snorkeling avec les mains, il se débat même pas. Et en fait, ce requin, par exemple, il va faire plusieurs milliers de kilomètres chaque année de migration pour se reproduire et s'alimenter. Donc on a l'impression comme ça, quand tu le vois, qu'il bouge pas comme un requin nourrice, par exemple, ou une roussette. Et en fait, il est capable de faire des migrations énormes alors qu'il n'est pas vraiment taillé pour, quoi. C'est la diversité, en fait, qui me plaît vraiment. C'est qu'on va retrouver vraiment des requins qui ressemblent à plein de choses, qui ont des comportements complètement différents, qui sont adaptés à différents environnements. Et il y a plein de choses à apprendre dessus. Donc c'est pour ça que c'est ce qui me plaît réellement sur ces animaux. Est-ce que tu as une plongée favorite ou une plongée qui t'aurait particulièrement marqué? Alors, j'en ai fait pas mal de plongées.
Bien sûr, la passe de Fakarava reste quelque chose d'assez extraordinaire, hein, même si au bout d'un moment, je la connaissais par cœur. Hein. Mais bon, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours plein de requins, plein de poissons, une espèce de respiration. Donc, il y a vraiment une âme dans cette passe. Mais un souvenir quand même qui me plaît beaucoup, c'est juste après ma thèse, je suis parti faire une expédition de 4 mois océanographique aux Marquises. Et j'ai pu plonger des sites sur lesquels personne n'avait jamais plongé. Plein de choses complètement différentes et sur des paysages qui n'avaient rien à voir avec ce que j'avais l'habitude de voir. Et de se dire voilà que personne n'avait jamais plongé dans ces zones avant, c'était une sensation assez spéciale. Est-ce qu'il t'arrive encore d'avoir peur ou de ressentir des appréhensions quand tu plonges, que ce soit avec les requins ou sur des plongées profondes Alors ce qui est marrant en fait, c'est que j'ai toujours eu peur de la plongée. C'est-à-dire que depuis que je suis petit, en fait, j'ai peur du bleu. Là, cette espèce de bleu quand tu es en surface et que tu vois pas le fond. J'ai toujours eu cette crainte. Et c'est quelque chose que j'ai appris à maîtriser, en fait, à dompter. Et j'ai toujours cette appréhension, hein, donc elle est moins forte que quand j'étais plus jeune, mais j'ai toujours cette petite appréhension. Et en fait, dès le moment où je mets la tête sous l'eau et que je commence à descendre, elle part. Parce que voilà, j'ai la curiosité, je suis attiré. En fait, c'est à la fois une espèce d'attraction vers les profondeurs et puis une répulsion aussi. Et en fait, l'attraction est toujours plus forte que la répulsion. J'ai toujours eu cette crainte, et puis même vis-à-vis des requins, voilà, j'ai toujours eu une petite crainte qui a été véhiculée par toute mon enfance, hein, notamment les dents de la mer et tout ce qu'on en disait. Mais justement, c'est aussi ce qui a attisé ma curiosité. Donc il y a cette ambiguïté entre ces attirances, ces répulsions, qui font que voilà, finalement, c'est quand même la curiosité qui l'emporte. Est-ce que tu plonges différemment depuis que tu es papa? Ah, bonne question. En effet, de manière générale, je prends beaucoup moins de risques. J'étais pas encore papa, notamment pour les expéditions Gambessa, où là, on a pris quand même beaucoup plus de risques. Enfin, de risques maîtrisés, mais des choses que je ferais peut-être plus maintenant. Parce que voilà, on réfléchit un peu différemment. Alors, il y a l'âge aussi qui fait qu'on n'a plus la même vision des choses. Mais le fait aussi d'être parent, voilà, ça fait changer les priorités aussi. Quels sont tes futurs projets? Tu continues tes recherches sur les requins ou tu as aussi d'autres sujets? Alors, bonne question. Je continue un peu mes recherches sur les requins, notamment sur la Méditerranée. Je m'intéresse à l'ange de mer, notamment en Corse. On a toujours des projets dessus. Là, je vais partir à la fin du mois en Espagne pour étudier les raies guitares. Elles ont quasiment disparu en Méditerranée. Et c'est un des seuls spots où on retrouve encore des raies guitares. Donc là, on va essayer de les étudier, notamment avec de la télémétrie acoustique. Mais en fait, je fais aussi plein de choses autres. Notamment, là, je vais monter une petite arène sous-marine, la taille à peu près d'un terrain de foot, et je vais étudier tous les petits poissons qui sont dedans. On parle de petits poissons d'une dizaine de centimètres, style les castagnols par exemple. Et là, c'est les équiper avec des nouvelles technologies d'émetteurs acoustiques, tout petits, et qui font du tracking très haute résolution. Un peu comme on aurait du GPS sur Terre, là, ça va permettre vraiment d'avoir les trajectoires et de suivre en fait une communauté de poissons. Donc ça veut dire pas qu'une seule espèce, mais regarder un peu comment les individus au sein d'une espèce, mais aussi entre espèces, interagissent entre eux. Donc là, c'est mon côté un peu étudier les interactions sociales entre les individus et comment ils se partagent l'espace et des choses comme ça. Donc j'ai encore plein de projets différents. Je travaille notamment aussi sur les pêcheries artisanales, sur les requins notamment, et essayer de comprendre aussi l'aspect culturel du requin au travers de ces pêcheries. Donc est-ce que les pêches artisanales en fait ciblent le requin, l'ont de manière plutôt accidentelle, et que représente pour ces populations le requin au niveau culturel? Donc ça, c'est des choses aussi auxquelles je m'intéresse. Donc j'ai eu vraiment des sujets assez divers. Est-ce que tu travailles avec Andromède sur le projet Ange de mer en Corse? On a travaillé un petit peu, oui, ensemble. En fait, à l'époque, j'étais dans un laboratoire en Corse aussi, où on a travaillé de manière un peu différente sur les anges de mer, notamment en télémétrie. On n'avait pas les mêmes questions, mais en effet, ça se recoupe. Je travaille aussi notamment encore avec eux un peu sur le projet Mokaran, en Polynésie, sur les requins marteaux. Donc ouais, on a encore des connexions. Maintenant, c'est un groupe de copains, donc en effet, quand je peux aider un peu, je suis toujours disponible sur leurs projets. Quand est-ce qu'on plonge ensemble? Ah quand vous voulez. Chez nous, il n'y a pas grand-chose pour plonger, donc faut aller à Montpellier. Je connais pas trop encore les plongées dans le coin, mais je sais que c'est un peu plus compliqué. Il vaut mieux aller du côté de Marseille ou voir de Banyuls ou des choses comme ça, où c'est un peu plus sympa pour plonger. Merci beaucoup, Johan, de nous avoir accordé du temps. C'était super intéressant. Merci beaucoup pour cet échange et puis à bientôt. Hein. À bientôt. À bientôt. Peut-être sous l'eau, un de ces quatre. Carrément. Ouais.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.